basculer. Elle qui vivait dans l'abondance auparavant se retrouvait au fond du gouffre car tous les biens de son mari avaient été confisqués par sa belle-famille et la condition qui lui avait été imposée pour récupérer tout cela lui semblait très indécente. Avec un bras handicapé, Eli peinait à trouver du travail. Sa fille, Irina, était plutôt calme et réservée, elle ne parlait pas beaucoup et comprenait sa mère. Il arrivait parfois qu'elle aille au marché nettoyer les poulets ou porter des sacs juste pour aider sa mère à mettre la marmite au feu. Ce soir-là, alors qu'Eli se lamentait de la situation, Irina était revenue avec quelques grammes de tapioca. La mère en souffrance avait manifesté sa joie. « Ma fille, d'où viens-tu avec ceci? Qui te l'a donné? » « J'ai nettoyé la maison de papa Gabi en rentrant de l'école, il m'a donné un peu d'argent donc j'ai acheté ça. » Et le père là est trop gentil. Son aide nous est très précieuse. Il a même dit que je vienne le week-end pour qu'il me donne quelques provisions. Waouh, le week-end, nous irons ensemble pour que je le remercie. Ok Maa. Sans perdre de temps, Eli avait mis le tapioca dans l'eau, l'avait laissé gonfler pendant une trentaine de minutes avant d'y ajouter du sucre. La famille avait mangé comme si c'était leur dernier repas avant d'aller se coucher. Malheureusement, la nuit n'avait pas été paisible car aux environs de 2 heures du matin, Fabrice avait commencé à se tordre de douleur. Sa mère et sa sœur faisaient tout pour l'aider mais les choses s'étaient très vite compliquées. La veuve criait au secours en vain, elle frappait à toutes les portes, espérant avoir du soutien. À l'arrivée des voisins, tout était terminé car une dizaine de minutes après, Fabrice avait cessé de respirer, son cœur avait lâché. Pour la deuxième fois, la mère éprouvée avait goûté à la douleur de perdre un être cher. Qu'est-ce qui avait bien pu se passer avec Fabrice? L'origine de son décès n'était que mystère pour la famille. Alors que tout le voisinage de Macob s'interrogeait sur la mort de Fabrice, Eli avait perdu le sommeil, elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. La douleur était telle qu'elle n'arrivait plus à parler, elle était devenue muette. Irina était chargée de répondre aux questions des curieux qui s'agglutinaient devant la résidence. Tout ce qu'elle savait, c'était que Fabrice était bien portant en journée et avait dîné avec eux. Les gens chuchotaient que c'était de la sorcellerie, beaucoup pensaient à un mauvais sort. N'ayant pas assez de moyens pour amener son fils à la morgue, Eli l'avait laissé allongé sur le sol et l'avait entouré de bananiers pour éviter la décomposition rapide du corps. Il fallait qu'elle se rende dans sa ville natale avec le corps, mais les finances ne permettaient pas cette idée. Eli n'avait même pas une seule pièce pour constituer le transport. Certains visiteurs mettaient la main à la poche en espérant que cela suffise. Rosa, qui était venue rester auprès de son ami, la réconfortait, elle était sa main droite. Le décès de Fabrice n'avait fait que creuser les blessures déjà profondes de la veuve. Une fois tous les curieux partis, la petite famille compta l'argent et, heureusement, c'était assez pour le transport. Leur bienfaiteur, papa Gabi, qui avait appris la nouvelle le tard, était venu leur donner un petit coup de main. Sincèrement Eli, je suis désolé pour cette perte. Je ne sais même pas quoi dire. Eli, devenue muette à cause du traumatisme, n'arrivait pas à répondre. Irina prit le relais. Elle a perdu la parole depuis le décès de Fabrice. C'est comme ça qu'elle est depuis. Oh mon Dieu. On va amener le corps au village ce soir pour l'inhumer. Vous avez déjà un moyen de transport? Vous comptez faire comment? Un voisin a dit qu'il allait nous aider à transporter le corps jusqu'à l'agence, en espérant qu'ils acceptent de voyager avec un corps. Ce ne sera pas nécessaire, je vais vous conduire au village. C'est vrai ça, tu vas le faire pour nous. Oui, je vais le faire. Vous voulez voyager à quelle heure? Maintenant même si possible, parce qu'il faut absolument qu'on enterre avant que ça ne commence à sentir. D'accord. Où est le petit Jovi? Il est au lit, le pauvre ne se rend pas compte de ce qui se passe. Il était toute la journée près du corps de Fabrice, en train de regarder. Oui, il est encore très petit, c'est normal. Préparez-vous. Je vais chercher l'autre voiture, celle-ci va être petite pour le corps. D'accord, papa Gabi. Il s'en alla rapidement. Irina resta derrière pour faire les sacs de sa mère,
de son petit frère et d'elle-même. Elle mit également toutes les affaires de Fabrice dans un sac pour qu'il soit enterré avec. Une trentaine de minutes plus tard, Papa Gabi revient. Le mari de Rosa et lui mirent le corps à l'arrière de la voiture, et le voyage pour le village débuta. Sur le chemin, Irina regardait par la fenêtre et n'arrêtait pas de pleurer. Elle se demandait si c'était une malédiction, car son père était aussi décédé dans des circonstances bizarres. Il était rentré du travail bien portant et avait rendu l'âme dans son sommeil. Même si cela faisait déjà 3 ans qu'il était parti, la douleur demeurait. Arrivé au village, à la résidence construite par son père, leur maison, les portes étaient déjà bien fermées comme si quelqu'un savait qu'Eli et sa famille arrivaient, alors qu'elle n'avait prévenu personne du décès de son fils. Les clés qu'elle tenait en main n'entraient plus dans la serrure, il était clair que tout avait été changé. Irina, en colère, car depuis la mort de son père, il n'avait pas de paix, se mit à bavarder. Papa Gabi, tu vois, j'en ai marre de tout ça, je t'assure. Qui a bien pu changer la serrure? C'est bizarre. C'est le frère de mon père, je suis sûre. Depuis que maman a refusé de l'épouser, il nous rend la vie dure. Il a tout confisqué. Mais je croyais que le sujet n'était plus d'actualité. Si, il ne veut rien lâcher. C'est à cause de lui que nous souffrons comme ça. Il n'y a pas un moyen de le joindre pour qu'il ouvre la porte? Fabrice doit être inhumé ici. C'est quand même la maison de son père. Dis-leur ça, pour eux, tout leur appartient, nous y compris. Ça, c'est une pure folie. Donne-moi son numéro. Elle s'empressa de lui donner le numéro de son oncle. Gabi lança l'appel, l'oncle décrocha sans perdre de temps. Oui, allô? Bonjour monsieur, je suis un ami d'Eli. Nous avons perdu Fabrice et actuellement sa dépouille vient d'arriver au village. Quoi? Fabrice est mort? Oui, hier dans la nuit. Donc nous sommes arrivés ici, mais la porte est fermée. Et vous venez avec sa dépouille pour faire quoi? Mais c'est la maison de son père. On veut faire son inhumation ici. Vous êtes fou. Vous voulez enterrer quelqu'un chez moi? Rentrez avec ce corps. Je vais mettre la maison en vente, donc pas besoin d'une quelconque tombe pour encombrer. Ça veut dire quoi ça? Vous n'avez donc pas de cœur? Où est-ce qu'elle va enterrer son fils? Aucune idée. Qu'elle se débrouille. Je ne veux rien comprendre. Il raccrocha brutalement. Papa Gabi ne faisait que confirmer les dires de la petite Irina. En entendant ce qui venait de se passer, Eli se mit à pleurer à chaudes larmes. Son chagrin devenait de plus en plus énorme. Après des heures passées devant la porte à essayer d'appeler l'oncle en question sans succès, la petite famille se replia. Ils reprirent le chemin de la ville. Papa Gabi aida Eli à louer un endroit chez le cimentier de Macob où ils enterrèrent Fabrice en présence de quelques voisins. Après cet épisode, les spéculations sur la mort du jeune garçon se répandirent de plus en plus. On disait que l'oncle en question avait soit utilisé Fabrice comme sacrifice, soit voulu faire du mal à Eli parce qu'elle refusait de l'épouser. 2 semaines après l'enterrement de Fabrice, Eli retrouva la parole, mais n'allait toujours pas bien. C'est ainsi que Papa Gabi proposa qu'Eli et ses enfants viennent vivre chez lui. La proposition était la bienvenue, mais Eli la rejeta tout de même. Écoute, Gabriel, tu as déjà beaucoup fait pour moi et mes enfants. Je ne peux pas t'imposer ça. Non, ce n'est pas un fardeau, au contraire, je serai heureux de vous accueillir. Depuis que ma femme m'a quitté pour un autre, ma maison est très vide. Je me sens seul. Oui, mais les gens vont parler. Je ne veux pas attirer l'attention sur toi. Tu es un homme bon. Je m'en fiche de ce que les gens vont penser. Venez chez moi. Je vais prendre soin de vous comme de ma famille. Eli réfléchissait encore si elle devait accepter ou non, mais sa fille, qui était assise près d'elle, la convainquit. Maman, ce sera très bien d'être avec Papa Gabi. Au moins, nous y serons en sécurité. Regarde même comment la maison se gâte déjà, le toit coule et les portes sont faibles. On peut se faire agresser à tout moment. Oui, mais c'est notre maison. C'est tout ce que l'on a.
Moi, je pense qu'on serait mieux avec lui. D'accord, d'accord, j'ai compris. On va aller avec lui, mais pas pour longtemps. Pas pour longtemps, comment? Je ne veux pas qu'il se sente encombré. Je ne suis pas sûr de ressentir ça, alors venez. D'accord, nous viendrons dans 2 jours. Le temps de ranger la maison. Au cas. Pour ne pas attirer l'attention du voisinage, car les nouvelles couraient vite à Macob, Eli quitta sa maison pour celle de Papa Gaby tard dans la nuit, à l'abri des regards. Elle y vivait tranquillement, loin des regards et des préjugés. Malheureusement, ses absences répétées aux portes des voisines pour demander de la nourriture avaient tiré la sonnette d'alarme. Tous se demandaient où elle allait bien pouvoir aller. Rosa, sa voisine la plus proche, était aussi surprise que les autres qui venaient lui poser des questions à ce sujet. Vivre caché était bénéfique pour Eli, car elle retrouvait déjà bonne mine. Par malheur, un samedi, en revenant du marché, une des voisines l'aperçut en train d'entrer chez Papa Gaby. Elle se chargea de rapporter l'information à tout le quartier. À partir de ce jour, le malheur, aussi sombre et tumultueux qu'il soit, frappa encore. La joie qui semblait s'être installée avait plié bagage. Au matin comme tous les autres, alors qu'Eli faisait sa lessive dans la cour de la maison, Rosa franchit le seuil de la demeure sans prévenir. Étant donné que son arrivée n'avait pas été annoncée, Eli prit peur car elle ignorait que sa voisine connaissait sa nouvelle localisation. Rosa, mais qu'est-ce que tu fais ici? Alice, ma copine, je suis venue te voir. Donc c'est ici que tu te caches depuis, hein? Je ne me cache pas. Je suis juste venue me reposer. Juste comme ça. Tu es sûr qu'il n'y a pas autre chose? Non, il n'y a rien d'autre. Je reviens chez moi dans peu de temps. Ok, si tu le dis. Et tu te sens comment ici? Tout va bien. Ah, ça va où? Au moins ici j'ai 4 repas par jour. Tu ne vois pas que j'ai meilleure mine comparée à avant. Ah ça, je l'ai tout de suite remarqué. Tu brilles. Oui, je suis aux petits soins avec ce monsieur, il prend bien soin de nous. Donc tu es à l'aise quoi? Ta vie marche alors? Oui, et si ça continue comme ça, je vais y prendre goût. Tout de suite, l'expression faciale de Rosa changea. Celle qui semblait heureuse de voir son ami à nouveau perdit le sourire. Eli remarqua aussitôt le changement d'humeur de son ami, et la discussion prit une autre tournure. Rosa, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fronces ton visage comme ça? Rien. Je suis juste étonnée que tu te sentes aussi bien chez ce monsieur dont les rumeurs disent qu'il est occulte. Occulte comment? Qu'est-ce que cela signifie? On dit que c'est un sorcier, ma copine. Ce n'est pas possible. Gaby est avec nous depuis avant même le décès de mon mari. C'est quelqu'un de bien. Tu doutes. Je doute fort que ce soit vrai, sinon je l'aurais su il y a fort longtemps. Ok, il n'y a pas de problème. Tu es libre de ne pas me croire, mais ce qui va t'arriver dans cette maison sera horrible. Rien ne va m'arriver, ne t'inquiète pas. C'est juste un ange venu nous aider, mes enfants et moi. Si tu le dis. Il était clair pour Rosa qu'elle n'était pas convaincue des dires d'Eli. Peu importe ce qu'elle faisait ou les pics qu'elle lançait pendant leur discussion, Eli tenait tête. Tout au long de la discussion, Rosa resta froide et désagréable. 2 heures plus tard, Rosa prit la porte de sortie en disant au revoir à sa copine. Sur son chemin, elle grognait, le visage toujours serré, prononçant des paroles qu'elle seule pouvait entendre. Rosa devint régulière chez Gaby, prétextant rendre visite à Eli. Une situation qui n'arrangeait pas du tout Irina. Maman, je n'aime pas cette femme-ci. Elle est bizarre. Rosa, pourquoi tu ne l'aimes pas? Elle est pourtant très gentille. C'est elle qui nous a donné à manger quand on en avait le plus besoin. Oui, mais toujours est-il que je ne l'aime pas. Tu dois t'éloigner d'elle. Elle dégage une mauvaise énergie. Tu racontes n'importe quoi. Irina, on ne mord pas la main qui nous a un jour nourris. Mais maman, Il n'y a pas de « mais maman » qui tienne. Maintenant va étudier tes leçons. Les examens sont pour bientôt. Irina s'en alla en boudant. Elle était en fin de cycle secondaire à ce moment-là et, vu ses performances à l'école, Gaby prit la décision de lui offrir une opportunité en or. Irina,
Si tu réussis tes examens avec de très bonnes notes, je vais t'envoyer étudier à l'étranger. Moi, à l'étranger. Oui, je vais payer tes études jusqu'à ce que tu termines ton cycle universitaire à l'étranger. Mais Gabriel, c'est énorme ça. En plus, Irina n'a que 17 ans, elle ne peut pas aller à l'étranger. Maman, moi je suis déjà grande. Tu n'as pas à t'inquiéter, Ellie, ma sœur va l'accueillir. En plus, si elle a de bonnes notes, elle pourra recevoir une bourse pour son argent de poche. Voilà maman, tu as compris non. Bon, ok, une fois vous deux contre moi, je sais déjà que c'est perdu d'avance. À l'annonce de cette nouvelle, Irina intensifia ses révisions. Elle devint plus assidue à l'école dans l'espoir d'obtenir une bourse. Eli était tellement heureuse qu'elle n'avait pas pu contenir sa joie et, dès la prochaine visite de Rosa, elle lui avait tout dévoilé. Qu'est-ce qui te rend heureuse comme ça? Depuis que je suis arrivée, tu souris. Il y a quoi? On dirait que Dieu a envoyé Gabriel pour nous sauver, hein? Ah bon, qu'est-ce qu'il a encore fait? Il veut envoyer Irina à l'étranger. Tu sais qu'elle est d'abord très intelligente à l'école, non? À l'étranger. Mais tu as qui là-bas? Personne. Aucun membre de ma famille ne vit à l'étranger, Irina sera la première. Ah bon? C'est bien. Je sais que mon mari est heureux où qu'il soit. Ma fille au moins va me faire devenir quelqu'un. Rosa n'offrait que des sourires hypocrites à Eli en guise d'amène à tout ce qu'elle disait. À chaque visite, elle faisait tout son possible pour qu'Eli se confie à elle. Cette fois-ci, la nouvelle qu'elle avait reçue était juste la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Le lendemain de la visite de Rosa, Irina s'était rendue à l'école comme d'habitude. Elle était en plein cours quand un mal de tête solide la frappa. La jeune fille, en douleur, commença à pleurer et se tordre de douleur. Après quelques minutes, elle s'endormit mais d'un sommeil très léger. Une fois réveillée, Irina ne répondait plus d'elle-même. Elle était devenue agressive, battant ses professeurs et camarades de classe à tout va. Sa maman, prévenue, se rendit à l'école pour constater les faits. Elle la conduisit à la maison dans l'espoir qu'elle se calme, mais il n'y avait rien à faire, Irina venait de perdre la tête. Jovi, donne-moi mon téléphone s'il te plaît, au vite. Maman, ton téléphone est où? Je ne sais pas, cherche-le rapidement, fais vite. Je ne le trouve pas, hein? J'ai déjà fouillé partout. Alors qu'elle cherchait son téléphone avec l'aide de son fils, Irina se mit à rigoler et à parler toute seule. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'Eli comprit que sa fille était devenue folle. La dernière veine de la veuve en souffrance venait d'être coupée, une tempête de glace approchait progressivement. Papa Gabi s'était dépêché de rentrer chez lui après avoir appris que Irina, sa petite protégée, avait perdu la tête. Il l'avait conduite dans l'un des grands hôpitaux de Macob. Après plusieurs batteries d'examens visant à apporter un diagnostic raisonnable sur le cas de la petite, le verdict était tombé. C'est dans le bureau du médecin que tout se passait. Sincèrement, je ne sais pas quoi vous dire, son cas est quand même particulier. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Jusqu'ici, les résultats ne montrent rien de désobligeant, son cerveau est intact. Donc elle n'a rien de grave alors. Oui, selon les examens, tout va bien. Et pourquoi se comporte-t-elle de la sorte? Je ne saurais vous répondre. Elle a bel et bien les symptômes d'une déficience mentale mais son cerveau va bien. Est-ce parce qu'elle étudie trop? Irina est très engagée dans ses études. Ça pourrait être du surmenage mais les symptômes ne concordent pas. Sauvez ma fille s'il vous plaît. Nous lui avons donné des calmants, on verra son état au réveil. Les paroles du médecin n'étaient pas du tout rassurantes. Eli était angoissé, sa plus grande crainte se concrétisait et elle n'y pouvait rien du tout. Les heures s'étaient écoulées et le soleil se coucha sans que la petite n'ait l'amabilité de se réveiller. Épuisée, Gabi proposa de rentrer à la maison tandis que la veuve restait s'occuper de la petite Irina. En plein milieu de la nuit, Irina s'était levée et avait commencé à parler à sa mère. Elle disait des choses incohérentes et parfois inaudibles. Eli faisait le maximum pour l'écouter. Maman, ils sont là dans ma tête. Ils sont là, je les vois. Maman, aide-moi. Qui? Tu les connais, donne-moi leur nom,
ma fille. Ils sont là, ils vont tuer. Maman, sauve-moi. C'est encore quel genre de problème? Non. Je sais que je dois faire quoi. Seigneur, s'il te plaît, aide ma fille. Elle avait couru informer les infirmières du réveil de sa fille. Ces dernières étaient juste venues constater l'état de santé de la petite, qui était par ailleurs bon, avant de s'en aller. L'habitude du personnel soignant vis-à-vis de son enfant lui disait tout. Il fallait qu'elle élève les prières pour le bien de son enfant. La nuit n'avait pas du tout été longue car Eli était resté éveillé pour prier pour sa fille. Les prières d'une mère n'étaient jamais vaines. Irina avait commencé à mieux se sentir au petit matin mais sa maman trouvait que sa façon de parler n'était toujours pas au point. Maman, j'ai vu papa aujourd'hui. Il était là cette nuit près de nous. Ah bon, et il t'a dit quelque chose? Il m'a demandé de ne pas avoir peur, que rien ne va m'arriver tant qu'il est là. Ça doit être un rêve, ma fille. Mais c'est bien de penser à ton père. Ce n'est pas un rêve, maman. Il était ici. D'accord. La prochaine fois que tu le vois, fais-moi signe. D'accord. Maman, maintenant, repose-toi. Elle lui acheta à manger en attendant l'arrivée de Gabi et de son petit dernier, Jovi. Eli croyait avoir vaincu le mal alors qu'il ne faisait qu'avancer. Vers 7 heures du matin, alors qu'elle était au chevet de sa fille, Rosa, qui n'avait pas passé une agréable nuit pour une raison qu'elle n'ignorait pas, prit l'ultime décision d'appeler sa copine. Dans la tristesse et le désespoir, Eli décrocha. Bonjour ma copine Eli. Comment ça va? Bonjour Rosa, ça essaie d'aller. Tu es matinale? Tout va bien? Non, pas vraiment. J'ai fait un rêve bizarre sur toi aujourd'hui. Tu es sûr que ça va? Ah, ça doit être à cause de ma fille. Elle a fait un malaise hier à l'école et nous sommes actuellement à l'hôpital. J'étais sûre qu'il y avait un truc. Ça va déjà quand même. Oui, grâce à Dieu. Elle va mieux. Ok. Vous êtes dans quel hôpital? Comme ça je vous rends visite. Sans hésiter. Eli livra l'adresse de l'hôpital à son ami. Rosa avait préparé un petit repas ce jour-là pour rendre visite à son ami en difficulté. Sur son chemin, elle acheta une bouteille d'eau, qu'elle garda bien au fond de son sac. Avant l'arrivée de la gentille copine, Gabi était passée pour remplacer Eli, le temps qu'elle rentre se débarbouiller avant de revenir. Malheureusement, Eli, déjà bien embrouillé, oublia d'informer papa Gabi de la venue de Rosa. À l'arrivée de Rosa, Gabi était assis devant la chambre d'hôpital avec Jovi tandis qu'Irina dormait. Elle s'était avancée vers eux avec son plus grand sourire. Bonjour papa Gabi, comment allez-vous? Il l'avait regardée de la tête aux pieds, essayant de savoir qui elle était, en vain. Bonjour madame. Rosa, gênée, s'était tout de suite rabattue sur Jovi. Mon fils Jovi, comment ça va? Ça va bien, tantine Rosa. Maman est où? Je lui ai dit que j'allais passer. Ah désolé. Elle est rentrée se débarbouiller mais elle revient bientôt. Ok, je vais aller voir Irina en attendant. Je reviens tout de suite. D'accord, on prend un peu d'air ici dehors. Elle entra dans la salle où Irina dormait paisiblement. Le regard de Rosa n'avait rien d'ordinaire, sans compter son visage très aigri et ses yeux plissés. Elle fit donc semblant de regarder Irina et, une fois les regards détournés, Rosa remplit la bouteille d'eau au chevet de la petite avec la sienne. Une fois l'échange effectué, elle sortit de la chambre en souriant. Ah, j'espère seulement qu'elle va vite se rétablir. Nous l'espérons tous. On garde espoir qu'elle sorte même aujourd'hui de l'hôpital. Elle va sortir, ne vous inquiétez pas. Elle s'assit près de Jovi, prétextant attendre son ami. Elle jouait avec Jovi sur le banc sous le regard bienveillant de Gabi. Une dizaine de minutes plus tard, Irina s'était réveillée et avait demandé à son petit frère de lui servir un verre d'eau. Jovi s'était exécuté sans broncher. Dans la salle, la discussion entre Gabi et la petite se poursuivait. Elle semblait aller bien jusqu'à ce que sa mère mette les pieds dans la chambre d'hôpital. Les données changèrent brutalement. Irina devint subitement incontrôlable en présence de sa mère. Elle criait très fort en débranchant la perfusion connectée à elle. Laissez-moi, détachez-moi. Ma fille, calme-toi.
Ok, maman est là, sans s'y attendre. Eli reçut des coups venant de sa fille. Les infirmières, alertées, couraient dans la chambre pour lui injecter des calmants. Il y avait du sang partout. Les infirmières exprimaient leur fatigue face à ce cas presque désespéré. Eli s'était effondré sur l'épaule de son amie pour trouver du réconfort. Cette dernière lui disait des paroles rassurantes et positives. Eli ne pouvait pas imaginer qu'elle n'était pas au bout de ses surprises. Le cas de la petite Irina s'était aggravé et le personnel soignant n'arrivait plus à maîtriser la fille. Ils avaient donc conseillé à tout le monde de sortir pour la laisser seule. Tout objet tranchant pouvant la blesser avait été retiré de la salle et les fenêtres fermées. Irina se retrouvait donc comme un rat de laboratoire en cage. Eli n'arrêtait pas de pleurer à chaudes larmes sur l'épaule de Rosa. Ça va aller, hein? Les médecins vont trouver une solution pour elle. Annie, cette affaire n'est pas du tout simple. J'ai l'impression que c'est de la sorcellerie. Elle m'a pourtant dit qu'elle voyait beaucoup de personnes, parmi lesquelles son père. Son père? Mais comment ça? Rosa avait immédiatement répondu comme si on lui avait tendu une perche. Peut-être c'est son père qui la hante. On dit souvent que les mauvais esprits reviennent pour prendre d'autres âmes. C'est une possibilité. Il faut qu'on trouve une solution. Mais c'est impossible. Son père ne peut pas lui vouloir du mal, au contraire. Qu'est-ce que tu en sais? Les gens changent, hein? La personne que tu crois t'aimer le plus peut te faire du mal. Une phrase plus ou moins ironique que ni Eli ni Gabi n'avaient comprise. Peu importe ce qu'il en est, je vais faire l'impossible pour qu'elle guérisse, même si ça doit me coûter un bras. On va donc faire comment? Je n'arrive même plus à réfléchir. Je connais quelqu'un qui peut nous aider. Il est où? Est-ce qu'il peut venir maintenant? Il est toujours à Macob, mais je dois prendre rendez-vous pour le voir. Ne t'inquiète pas, je suis sûr qu'il peut nous aider. Je vais sortir pour voir ce que je peux faire. Ok, merci. À l'écoute de ces paroles, Rosa comprit qu'il fallait qu'elle agisse rapidement. Il était hors de question pour elle de laisser ses plans tomber à l'eau. La soirée avait été très longue pour la veuve. En fin de soirée, alors que le médecin venait vérifier si Irina allait bien, Rosa lui avait jeté un regard qui ne disait pas son nom. Très rapidement, la trajectoire du médecin changea. Lui qui voulait prendre soin de la petite se détourna de ses intentions. Il avait commencé à crier sur la veuve éprouvée comme jamais. Eli s'était immédiatement rapproché de lui pour comprendre ce qui n'allait pas, mais il n'eut point d'oreille à lui accorder. « Mettez-moi cette petite fille dehors. Je ne veux plus la voir ici. Mettez-la dehors. Sécurité. » Mais docteur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi voulez-vous mettre ma fille dehors? Tout simplement parce que nous ne sommes pas un asile psychiatrique. Et on va donc l'emmener où? L'asile psychiatrique, c'est où docteur? Je ne veux rien savoir. Sortez d'ici. Sécurité. En un seul battement de cils, les agents de sécurité avaient mis Eli, Jovi et Irina, encore très agités, dehors. Les pleurs et les lamentations de la veuve n'avaient donc servi à rien. Même en présence de Papa Gabi, le médecin était resté ferme. Irina troublait les autres patients et son séjour dans cette institution sanitaire devait être écourté. Elles étaient restées devant le portail en attendant Papa Gabi, qui espérait convaincre le médecin. Bizarrement, à ce moment-là même, Irina s'était calmée mais parlait toujours seule. Papa, s'il te plaît, aide-moi. Aide ta fille, je souffre. Je les vois, ils veulent me faire du mal. Papa, ne me lâche pas. Ces paroles avaient fait fondre le cœur de la veuve. Elle prit sa fille dans ses bras et l'embrassa de toutes ses forces. Ne t'inquiète pas, tu vas guérir ma fille, on va trouver une solution. Maman, j'ai mal à la tête. Ils sont en train de me frapper sur la tête. J'ai mal, aide-moi. Je vais mourir. Ils vont me tuer. Ma sœur, je vais prier pour toi, tu vas guérir. Ne pleure plus. 20 minutes plus tard, Gabi était revenue mais le médecin lui avait interdit l'accès à l'hôpital. Ils n'eurent donc aucun autre choix que de rentrer avec Irina chez Gabi. La petite était restée assise sur le sol de la véranda avec son frère tandis que Rosa et Eli discutaient,
et que Gabi était au téléphone. Les adultes étant distraits, Irina s'était jetée sur son frère et l'avait mordu. Aïe aïe. Maman, au secours. Maman, oh sauve-moi. Irina est en train de me mordre. Quoi, Gabi? S'il te plaît, à l'aide. Ils étaient immédiatement venus le sortir des griffes de sa sœur. Il y avait du sang un peu partout. La blessure était très profonde. Gabi avait attaché Irina à un poteau avec quelques cordes. L'angoisse de la veuve ne faisait que s'accentuer. Rosa avait profité de l'inattention de papa Gabi pour parler à son amie. Ma copine, la situation de ta fille ne fait qu'empirer. C'est ce que je constate. Elle vient de mordre son frère. Écoute, je connais quelqu'un ici à Macob qui peut régler le problème rapidement. Ah bon, on peut aller le voir. Oui, si tu veux. Demain matin, on y va ensemble. Oui ou, même maintenant on peut partir. Ma fille ne va pas bien. Mais ne dis à personne, hein, même pas à Gabi. Mais pourquoi, c'est qui? À toi aussi, arrête ça. Si tu lui dis, ça risque de gâter les choses. Celui dont je te parle aime la discrétion. Ok, c'est compris. Le désespoir ayant élu domicile chez notre cher et tendre Eli, elle s'était prêtée au jeu de son ami et n'avait rien dit à papa Gabi, celui-là même qui passait son temps à lancer des appels à l'aide un peu partout pour le cas de la petite. Avant le lever du jour, Eli était sorti de la maison en douce pour suivre Rosa chez le soi-disant homme aux solutions miracles de Macob. Le coup qui allait achever Eli était sur le point. Le chemin n'avait pas été très long pour les deux femmes qui cherchaient une solution à un problème gangrenant la vie de la veuve Eli. C'est donc à quelques kilomètres du grand carrefour Macob que les femmes s'étaient rendues. L'endroit avait l'air vide, il ne semblait pas y avoir de vie. Tout était poussiéreux et en mauvais état. Les cafards et souris avaient déjà partagé le territoire. Eli n'avait pas pu empêcher sa curiosité de se manifester. Mais on est où là? Je croyais que l'on venait voir l'homme qui va m'aider à guérir Irina. Oui, ne t'inquiète pas. Il est là et il va se montrer à nous bientôt. Donc tu veux me dire que quelqu'un vit ici? Puisque je te le confirme. Il vit ici. Sois patiente. Non désolé, mais je ne peux pas rester ici. En plus, ça sent très mauvais. Tu as vu les souris et les cafards qui se baladent partout. Je te laisse. Elle s'était retournée pour partir, mais Rosa l'en avait empêchée. Je croyais que tu voulais à tout prix aider ta fille. Oui, mais ici, ce n'est pas mon niveau. Elle s'était mise à marcher vers la sortie sous le regard angoissé de Rosa. Au moment où Eli s'apprêtait à sortir complètement de cet endroit, un homme avait surgi de nulle part. Qui vous a dit qu'on vient chez moi sans avoir de réponse? Personne ne quitte jamais ce lieu sans avoir réponse à ces questions. Cette voix étrangère avait arrêté Eli. Elle s'était retournée juste pour constater la présence de ce vieillard près de la tombe. Il avait une canne qui lui servait de support pour marcher. En le regardant, Eli avait conclu que l'homme était aveugle. Femme. Viens. Je connais le fardeau que tu portes et je suis prêt à te décharger. Eli avait cédé à ces paroles mielleuses qui touchaient sa sensibilité. Sans réfléchir, elle était revenue sur ses pas. Je t'avais bien dit qu'il viendrait, non. Voilà, tu fais toujours comme si tu connaissais tout. Toi aussi, arrête de bavarder, dépêchons-nous. C'est ainsi que Rosa et elle s'étaient donc assises face à lui. Il avait lancé quelques pierres précieuses sur le sol et s'était mis à parler à Eli. Il racontait les circonstances de la mort de son mari, comment la belle famille avait saisi les biens de son défunt mari en lui donnant l'ultime condition de se marier avec son beau-frère pour les récupérer et, pour finir, la mort de Fabrice et la maladie de sa petite Irina. Je ne vous connais pas, mais pourtant je sais toutes ces choses sur vous. Il est fort, ce monsieur, je te l'avais dit. Tout ce qui m'intéresse maintenant, c'est de guérir ma fille, le reste ne m'intéresse pas. Ta fille est dans un monde spirituel, elle s'en va déjà. Si on ne fait rien maintenant, il n'y aura plus moyen de faire machine arrière. Dites-moi donc, qu'est-ce qui la dérange et que faut-il faire? Il y a deux personnes qui disputent son âme, l'une est près de toi et l'autre, c'est ton ennemi juré. Voilà, il parle de papa Gabi et de ton beau-frère.
Mais tout ça n'a pas de sens. Comment Papa Gaby, qui m'aide, peut-il vouloir la mort de ma fille? Attends, tu doutes. Pour moi, c'est cohérent, hein. C'est comme ça que les méchants sont, ils font semblant pour être plus proches. Bon, supposons que ce soit vrai. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver ma fille des griffes de ces gens-là? J'ai déjà le traitement. Je l'ai préparé avant même que vous n'arriviez ici. Donne-nous ça, papa, s'il te plaît. Il sortit une calebasse et une bouteille, toutes deux remplies du même liquide. Un liquide fait d'eau et de feuilles vertes. C'était la première fois que la veuve voyait ce genre de choses et, d'ailleurs, sa première consultation avec ce genre de personne. Elle était plutôt du genre religieuse d'habitude, mais sa souffrance la détournait progressivement. Il posa la calebasse ainsi que la bouteille devant les femmes. Vous devez me donner 20 025 francs. Mais où vais-je prendre cette somme? Je vous rappelle que c'est Papa Gaby qui prend soin de moi. Ne t'inquiète pas, j'ai ça ici, ma copine, je vais payer pour toi. Ah, merci beaucoup. Elle avait remis l'argent devant le monsieur et ce dernier leur ordonna de porter la bouteille. Il exigea aussi qu'Eli se lave le visage avec ce qui était dans la calebasse. Après quelques secondes de doute, Eli l'avait fait. Après avoir lavé son visage, elle commença à se sentir bizarre, très légère, comme si quelque chose l'avait quittée. Elle l'avait d'ailleurs dit, mais l'homme la rassura. C'est normal que tu te sentes comme ça, tu viens d'être libéré et à partir d'aujourd'hui, les masques vont tomber. Tous ceux qui te veulent du mal vont devenir méchants avec toi parce que tu viens de quitter leur cercle. Et, merci papa, merci. En ce qui concerne ce qui est dans la bouteille, lave le visage de tes enfants avec et fais-leur aussi boire ça. D'accord, c'est compris. Merci beaucoup. En rentrant d'ici, ne parle à personne, même pas à ton ami. Vous rentrez en silence. Tu as compris? Non. On rentre en silence. Merci beaucoup. Au revoir. Elles sortirent enfin du lieu de consultation du monsieur. Il était déjà 7 heures, le soleil se levait déjà et les coqs chantaient. Eli et Rosa s'étaient séparés au marché car Rosa était commerçante et allait exposer sa marchandise, un business qui grandissait miraculeusement de jour en jour au point de susciter la curiosité des voisins. Une fois de retour à son domicile, Eli constata que tout était calme. Le petit Jovi, par contre, était déjà réveillé, il était assis sur la véranda en train de regarder la morsure que sa sœur lui avait faite sur le bras. Une fois que les pas de sa mère s'étaient fait entendre, Jovi leva les yeux. « Mon bébé, tu es matinal. J'espère que tu as bien dormi. » À sa grande surprise, le petit garçon n'avait pas répondu à sa mère. Au contraire, il s'était levé et avait reculé doucement. Sur son visage, on pouvait lire la frayeur. « Jovi, tout va bien? » Papa Gaby, viens voir au Papa Gaby. Et qu'est-ce qui t'arrive? Jovi, ne t'approche pas de moi. Papa Gaby avait entendu le petit garçon appeler et était sorti en courant. Qu'est-ce qui se passe ici? Regarde ça. En pointant du doigt sa mère. En posant ses yeux sur Eli, Papa Gaby avait rapidement compris ce qui se passait. Il distinguait clairement deux visages sur la tête de la veuve Eli. L'un était le sien et l'autre, celui d'un monstre affreux. Ce n'est qu'à cet instant qu'il comprit que ses yeux spirituels étaient encore ouverts. Eli, qu'est-ce que tu es allé faire? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Ne viens pas ici. Il attrapa Eli par le bras et l'amena dans sa chambre où il se mit à la questionner, espérant trouver des réponses. Les plans de Rosa, qui fonctionnaient à merveille jusque-là, étaient sur le point d'être mis à nu, et elle ne le savait pas. Rosa avait pensé à tout sauf à la probabilité que Papa Gaby soit spirituel. En posant ses yeux sur Eli, Papa Gaby avait rapidement compris ce qui se passait. Il distinguait clairement deux visages sur la tête de la veuve Eli. L'un était le sien et l'autre, celui d'un monstre affreux. Ce n'est qu'à cet instant qu'il comprit que ses yeux spirituels étaient encore ouverts. Eli, qu'est-ce que tu es allé faire? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Ne viens pas ici. Il attrapa Eli par le bras et l'amena dans sa chambre où il se mit à la questionner,
espérant trouver des réponses. Les plans de Rosa, qui fonctionnaient à merveille jusque-là, étaient sur le point d'être mis à nu, et elle ne le savait pas. Rosa avait pensé à tout sauf à la probabilité que Papa Gaby soit spirituel. Avant même d'adresser un mot à Eli, il lui avait versé une huile et avait oint son visage. Cette fois-ci, Eli sentit la chose qui semblait avoir quitté son corps chez le marabout revenir. Malgré tout ça, la veuve ne voyait toujours rien d'étrange. Tu étais où? Et avec qui? Rosa m'a amené chez un papa pour le problème d'Irina. Et en partant, est-ce que tu m'as informé? Tu n'as même pas daigné me dire où tu allais. Je suis désolée, je ne voulais pas te déranger, surtout que nous avons dormi très tard hier. Bref, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qu'a-t-il dit? Il a dit beaucoup de choses pas très importantes puis il a donné un médicament. Des choses pas très importantes comme quoi? Sa langue ne voulait pas se délier car Eli avait peur de dire à Papa Gaby les atrocités que le prétendu marabout avait racontées sur lui. Bien qu'elle n'y croyait formellement pas, Eli ne pouvait pas courir le risque de sortir ce genre d'informations. Il a parlé de mon beau-frère et de ma belle famille. Rien de plus. Ok. Et c'est tout? C'est pourquoi? Il m'a demandé de faire boire ça à Irina pour qu'elle retrouve sa santé. Ah d'accord. Il n'y a pas de souci, je me charge de faire ça. Va plutôt nous faire à manger. Mais c'est tout. J'ai cru que quelque chose se passait. Pourquoi Jovi a fui en me voyant arriver? Ah Jovi. Il a fait encore peut-être le sommeil dans les yeux. Attends, je reviens avec lui. Il se leva et alla chercher le petit Jovi caché dans le placard de sa chambre. C'est avec beaucoup d'efforts que Gaby l'avait amené auprès de sa mère. Mais une fois face à elle, il était redevenu normal et n'avait plus crié en la voyant. Eli avait donc accepté l'hypothèse de Papa Gaby et était allé faire à manger pour la maison. Une fois loin du regard de la veuve, Papa Gaby changea la bouteille que la veuve Eli avait rapportée par une autre. Il avait bel et bien donné une eau à boire mais pas celle qui avait été prescrite par le marabout. Assis tout seul dans sa chambre, il s'était mis à se parler à lui-même. Il y a une femme bizarre là, elle est trop proche de vous. Je ne l'aime pas. Exactement. Tu te rends compte qu'elle est rentrée ce matin avec un masque, qui ne dit pas son nom, collé à son visage? Cette femme a de très mauvaises intentions, elle est mauvaise. C'est possible de savoir si ce qu'Irina vit est relié à cette dame? Malheureusement, je ne peux pas voir ça parce qu'il y a comme un voile qui m'en empêche. Cette femme a pris les précautions pour qu'on ne puisse pas la voir. Donc ça veut dire qu'elle fréquente beaucoup les marabouts? Oui, elle est très toxique et aussi très rusée. Il faut la craindre. Hey, maintenant voilà Irina aussi qui ne va pas bien. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour elle? Bien sûr que si, je vais te donner quelques psaumes et des prières à faire, avec un petit jeûne d'une semaine ça va aller. Ah bon? Juste comme ça? Oui, si vous réussissez à finir le jeûne parce que les personnes qui lui ont fait ça risquent de contre-attaquer. Ok, on va réussir ça, ne t'inquiète pas. Fais-moi confiance. Malheureusement, la maladie ne peut pas disparaître, elle doit quitter le corps d'Irina pour posséder le corps de quelqu'un d'autre. Je ne comprends pas bien cette partie. Elle va retourner chez l'envoyeur, c'est ce que je veux dire. Ah ça, ce n'est même pas mon problème, hein, je m'en fous, il ne fallait pas faire du mal à quelqu'un d'autre. Ok, il n'y a pas de souci. Je prépare tout ça pour toi, tu pourras récupérer demain matin. D'accord Martin, merci beaucoup. Heureusement que tes yeux spirituels se sont réouverts, cette dame a de la chance. Oui, depuis que ma femme m'a quitté j'ai arrêté de voir. C'est parce que tu as perdu ta foi, hein, sinon ton don est toujours là. Tu as raison. Je vais travailler sur ça. Ils avaient longuement parlé avant de se séparer. Le lendemain, comme promis, Martin lui avait donné tout ce qu'il fallait pour libérer Irina de cette maladie mystérieuse. Il ne manquait plus que convaincre Eli de faire le jeûne et les prières sans bien lui parler des plans diaboliques de Rosa. Il fallait donc qu'il y aille doucement. Pendant la prière du soir, il put remarquer que la petite avait été très calme, elle n'était pas agressive et ne se parlait pas seule. Papa Gaby avait trouvé l'appât, il fallait juste le lancer dans l'eau.
Je vois qu'elle a été très calme pendant la prière et je pense que si ça continue comme ça, elle va aller bien. Oui, j'ai aussi remarqué ça. Elle dort même maintenant et tout ça sans difficulté. Tu vois alors que finalement c'est la prière qui va guérir cet enfant. Peut-être, il y a aussi le remède que le marabout a donné. Quel remède? Et depuis quand tu crois au marabout? Tu ne sais pas qu'il y a trop de mauvaises choses dans ces histoires-là. Oui, mais Il n'y a pas de mais qui tienne. On va commencer un jeûne demain et ça va durer une semaine, juste pour elle. Ah, si ça peut donner quelque chose, je fais seulement. Ok, quand on va commencer ce jeûne, abstiens-toi de parler de ce qui se passe dans cette maison à qui que ce soit. Je parle même d'abord à qui. Peu importe, même si c'est qui. Tu gardes la bouche bien fermée car c'est seulement de cette manière que tout va s'arranger. Ok, c'est compris. Il sortit rapidement les psaumes et prières que Martin lui avait donnés et c'est ainsi que tout avait commencé. Au début de ce jeûne, Eli avait du mal à dormir car elle faisait de très mauvais rêves et des cauchemars. Elle entendait même parfois des voix mais mettait tout sur le compte de la famine car pour elle, le jeûne pouvait être la cause. Au 3e jour du jeûne, Irina avait commencé à manger et parlait normalement. Les crises venaient de temps à autre mais étaient de moins en moins violentes. Au moment où Eli se réjouissait déjà du changement visible, Rosa avait débarqué chez elle sans prévenir comme d'habitude alors que cela faisait 5 jours qu'elle n'avait pas pris des nouvelles de son amie éplorée. Et ma copine, c'est comment? Ah, je suis là-haut, Rosa, même comme tu m'as abandonné. Est-ce que je peux abandonner ma copine comme ça? C'est le marché qui m'occupe sinon tu es toujours dans mon cœur. Ah si tu le dis, hein. À toi aussi, ne fais pas comme si tu voulais te fâcher. Dis-moi plutôt, il y a des nouvelles. Ma sœur, les nouvelles la sortent, hein, je vois des choses bizarres. Je savais, j'étais sûre que ce monsieur allait finir par être démasqué. Il a déjà commencé à se comporter mal depuis la dernière fois, non? Elle s'était subitement souvenue de ce que papa Gaby lui avait dit. Très rapidement, Eli changea le cours de la discussion. Je ne me sens pas bien, Rosa, vraiment les nouvelles ne sont pas bonnes. Depuis que nous sommes partis de chez le papa, là, rien ne va. Ce sont les médicaments qui agissent comme ça donc c'est normal. N'est-ce pas? Mais l'état de santé de ma fille ne s'est pas amélioré, hein. Oui, ça va prendre encore un peu de temps mais tu vas voir que bientôt tout sera comme avant. Ah bon, ok, j'ai compris. Raconte-moi ce qui se passe ici non ma copine, j'ai l'impression que tu ne me dis pas tout. Ah, il n'y a rien de nouveau, hein, c'est seulement la grâce de Dieu. Pourquoi tes lèvres sont même comme ça? Gaby ne vous nourrit plus. Ah non, il n'y a pas de nourriture dans cette maison. Je savais, un homme aussi méchant ne peut pas exister. Viens avec moi, je t'invite au restaurant comme ça on pourra mieux causer par là-bas. Ah non ma copine, je ne te dérange pas, ça va aller, je n'ai pas faim. Comment ça? Tu n'as pas mangé et tu dis que tu n'as pas faim. Et tes enfants, ils ont mangé. Non, mais je peux t'assurer qu'on n'a pas faim. Malgré les multiples rejets de la veuve, Rosa insistait pour lui acheter à manger. Elle avait tellement insisté que la veuve Eli s'était mise en colère. Je te dis qu'on n'a pas faim. Et, c'est quoi? C'est obligé, tu nous dois de la nourriture. Non, je veux juste votre bien. On n'a pas besoin de nourriture à l'heure où je te parle. Le jour où on aura besoin, je vais accepter ton invitation avec plaisir, mais pour le moment, non. La réponse d'Eli avait sonné comme une alarme pour Rosa qui s'attendait à tout sauf à ce comportement rebelle venant de son ami. Elle avait fait semblant d'accepter la décision d'Eli alors que son cœur brûlait à l'intérieur. Une menace avait été détectée, une lumière venait de s'allumer et il fallait absolument l'éteindre car pour Rosa, l'obscurité absolue était le destin de la veuve Eli, à suivre. Rosa avait compris qu'insister ne servirait à rien. Elle opta finalement pour la carte de la compassion, ce qu'elle savait très bien faire. Cette astuce fonctionnait toujours avec la veuve, car cette dernière ne résistait pas à la tristesse et au mal-être des autres. Ça me peine quand même le cœur de constater que tu refuses de me dire des choses alors que nous sommes amis. Je ne refuse pas de te dire quelque chose, Rosa. Il n'y a juste rien à dire, c'est tout.
Pourtant je sens que tu as des choses à dire, mais bon. Je n'ai rien à dire, Rosa. Arrête ça, s'il te plaît. Je suis épuisée. C'est bon, je vais m'en aller. On se verra plus tard. D'accord. Ma copine, sans souci. Tu salues ton mari, hein? Rosa n'avait pas daigné répondre à son ami. Eli avait trouvé le comportement de Rosa étrange. Elle ne comprenait pas pourquoi cette dernière insistait tant à tout savoir, mais Eli était tout de même heureuse d'avoir tenu sa langue cette fois. De retour chez elle, Rosa n'arrivait plus à tenir en place. Elle tournait en rond dans la maison. Ne pas savoir ce qui se passe chez son ami signifiait être dans le noir complet pour elle. Qu'est-ce qu'elle mijote? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi Eli refuse de me parler alors que les médicaments de mon vieux père fonctionnent bien? J'ai besoin de tout savoir. Ce n'est pas bon signe. Elle mordilait ses ongles en réfléchissant. Je pense que cette fois-ci je vais utiliser la méthode forte. Cette Élise verra de quel bois je me chauffe. Elle pense qu'elle peut progresser comme ça, hein, stupide, elle ne me connaît pas. À force de réfléchir, elle n'avait pas entendu son mari rentrer. Ce dernier avait observé sa femme pendant longtemps et avait immédiatement remarqué son angoisse. Il s'était directement rapproché d'elle pour comprendre ce qui n'allait pas. Chérie, ça va, tu m'as l'air stressé. Oui. Oui, ça va. Tu n'as pas l'air heureux. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est Élise? Non. Qui? La voisine. Qu'est-ce qu'elle a fait? Tu te rends compte qu'elle refuse déjà de me parler. Comme si elle se méfiait de moi. Mais c'est normal, non. Avec tout ce qui lui arrive. J'aurais fait pareil à sa place. Mais je suis son amie, elle doit me parler. Elle vit trop de choses actuellement. Laisse-la tranquille et en plus, je ne pense pas que t'avoir dans les parages va arranger quoi que ce soit. Comme pour dire quoi? Que je suis une mauvaise amie. Je ne sais pas, mais je sais que tu l'envies énormément. C'est comme une obsession pour toi. Je ne l'envie pas, tu te trompes sur toute la ligne. Alors laisse-la tranquille, il y a quoi? Elle est en douleur et terriblement éprouvée. Tu ne comprends pas quoi? Donc même toi, tu es contre moi. Moi, à sa place, je t'aurais fermé la porte depuis fort longtemps. C'est toujours comme ça que tu es. Tu ne me supportes jamais. Je te dis ce qui est vrai, si tu veux m'entendre ou pas. J'ai très faim, serre-moi, s'il te plaît. Il s'en alla dans la chambre se changer. Rosa était encore plus énervée de voir que son mari ne prenait pas son parti. Après l'avoir servi de quoi manger, elle était immédiatement sortie de la maison sans rien dire. Rosa était prête à tout pour ne jamais voir une once de sourire sur le visage de sa soi-disant amie. Elle se rendit donc chez Mamie Lolo, une femme très méchante de Macob. Tout le voisinage la traitait de sorcière et de vampire. Certains parents enfermaient même leurs enfants à la maison de peur qu'ils ne croisent le chemin de Mamie Lolo, car ils se racontaient à Macob que cette femme volait le destin et l'intelligence des enfants. Mais tu es culotté, hein? Tu n'as pas peur pour ta vie. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Mamie Lolo, si tu me vois ici, c'est parce que tu es mon dernier espoir. Dernier espoir de quoi? Si tu ne veux pas que je m'énerve, sors d'ici. Je ne sors pas. Je suis venue ici pour trouver une solution à mon problème. Et qui t'a dit que j'avais la solution à ton problème? Je le sais, c'est tout. Homme, j'admire ton courage, donc vas-y. Je t'écoute. Point. Sans transition, Rosa avait commencé à raconter dans les moindres détails ce qu'elle avait déjà fait et ce qu'elle voulait à présent faire à Élise. Pourquoi tu détestes cette femme comme ça? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Ça c'est personnel. Je veux juste qu'elle demeure dans la tristesse. Et je vois même que tu as déjà volé son étoile pour mettre dans ton commerce. Ça c'est un autre chapitre que je ne veux pas ouvrir. Est-ce que tu peux m'aider? Bref, cette femme est très forte, hein? Je ne peux pas courir le risque. Forte comment? Ça fait des années que je contrôle sa vie. Oui, mais les choses changent. Moi, personnellement, je ne peux pas m'attaquer à elle, j'ai mes limites. Rosa. Si tu connais quelqu'un, dirige-moi juste vers cette personne. Je peux t'envoyer chez quelqu'un de plus fort que moi, mais sache qu'il y a un prix à payer. Quoi? Je suis prête à tout. Elle va te demander soit ton mari, soit tes enfants. Tu dois faire un choix. Mon mari et mes enfants. Il n'y a pas autre chose. Si, mais il faut que tu la rencontres. Je ne peux rien dire de plus.
D'accord, alors. Non, il faut rentrer à la maison, elle va venir elle-même te chercher. Non, mon mari et mes enfants sont là, je préfère qu'on se voie ici. Quand elle va venir, ni tes enfants ni ton mari ne la verront arriver. Elle s'arrêta à cette phrase en renvoyant Rosa chez elle. Après plusieurs secondes de réflexion, Rosa avait fini par comprendre ce qu'elle voulait insinuer. Elle rentra donc chez elle avec le cœur plus léger, prête à recevoir son aide mystérieuse. Du côté de Papa Gaby et Eli, les choses s'amélioraient. Irina avait commencé à parler avec cohérence, elle ne faisait plus aucune crise. Assise sur le sofa avec Irina couchée sur ses cuisses, Eli caressait les cheveux de sa fille. Elle était très fière et déterminée à finir son jeûne. Tu vois ce que je te disais? Regarde comment son état s'améliore. Les mots me manquent, Gaby. Merci encore pour tout ce que tu fais pour nous. Ce n'est rien. Arrête de me remercier. Dis-moi plutôt comment la journée s'est passée. J'ai reçu ma copine ici aujourd'hui. Elle voulait que je lui parle de ce qui se passe chez nous, mais je n'ai rien dit comme tu as demandé. Ta copine bizarre là? Celle qui est venue à l'hôpital et qui t'a amené chez le marabout? Oui, Rosa, tu te rends compte qu'elle s'est mise en colère quand je lui ai dit que je n'avais rien à raconter. Elle m'en voulait tellement, c'était trop bizarre. Heureusement tu n'as rien dit. Ça aurait gâché notre jeûne et le traitement de la petite. Je pense que je dois me méfier d'elle, elle m'a fait peur aujourd'hui. Papa Gaby avait caché sa joie. C'était un pas vers l'avant. Les yeux d'Élise vis-à-vis de son ami toxique. Il s'était contenté de l'encourager à rester plus ferme et à garder les choses pour elle. La journée s'était achevée, ils firent ensemble une petite prière avant de se coucher. Alors que les hiboux et les oiseaux nocturnes discutaient dans la nuit, Rosa écoutait sans rien faire. Couchée sur son lit aux côtés de son mari, son impatience commençait à la fatiguer. De fil en aiguille, ses paupières devinrent lourdes, Morphée l'avait prise dans ses bras. Quelques minutes plus tard, une silhouette apparut devant elle et la fit sortir de son corps. Main dans la main, l'esprit de Rosa se pavanait avec cette mystérieuse personne au nom du malheur de la veuve Eli. Jusqu'où ira Rosa pour nuire à Eli? Sacrifiera-t-elle sa famille pour plonger la veuve et sa famille dans l'obscurité? La mystérieuse dame l'avait conduite à une sorte de sanctuaire où se trouvaient déjà d'autres femmes. Rosa était rapidement entrée dans le rang. Elle avait pu remarquer beaucoup de femmes de Macob, même celles qu'elle croyait incapables de faire du mal à une petite mouche, étaient là. Elles avançaient à tour de rôle pour exposer leurs problèmes. La dame se chargeait de trouver des solutions tout en les informant sur le prix à payer. Certaines étaient d'accord, d'autres non. Après plusieurs minutes d'attente, ce fut le tour de Rosa. Elle s'avança vers la femme. Moi j'ai une voisine que je ne veux pas voir sourire, elle m'énerve tellement que je veux l'anéantir. Je sais, j'ai déjà tout vu et je pense que ma consoeur t'a déjà dit ce qu'il faut. Non. Qu'est-ce qu'il faut? Si tu veux éteindre cette femme à jamais, tu me donnes ton mari ou ton premier enfant. Donner comment? Je ne comprends pas. Tu dois échanger le sourire de cette femme par une vie. Est-ce que c'est possible de donner autre chose? Je veux dire. Non, c'est soit ça ou rien. D'accord. Je vais réfléchir et demain je donnerai ma décision. Tu dois donner ta décision comme les autres, personne ne sort d'ici sans se décider. Et si je ne veux pas? Bah, c'est ta vie qu'on va prendre. Autrement dit, tu n'as aucun choix, il faut te décider maintenant. Rosa s'était immédiatement mise à cogiter. Elle ne pouvait pas concevoir perdre son premier enfant qui avait déjà 18 ans, c'était juste impensable. Quant à son mari, c'était envisageable car il ne la soutenait pas dans sa mission. Il était toujours en train de lui demander d'arrêter de se coller à Élise. Pour cette simple raison, Rosa avait immédiatement donné le nom de son mari. La femme l'avait félicité tout en précisant qu'il fallait attendre jusqu'au lendemain soir pour que le décès de son mari survienne. Elle était retournée chez elle, auprès de son mari, avec joie. Le lendemain, Rosa avait préparé un très bon repas pour son mari en signe d'adieu. C'était son repas favori, il avait mangé comme si c'était son dernier jour sur terre sous le regard de sa femme.
Une fois le repas terminé, Paulin se mit à manifester sa joie. À ma femme, mes prières ont été entendues. Prières, mais lesquelles? J'ai demandé à Dieu de te faire revenir comme avant et voilà qu'aujourd'hui tu me fais mon repas préféré. J'ai toujours été comme ça. C'est juste que tu ne veux pas voir la femme qui est en moi. Je sais que tu es une bonne femme mais tu as parfois des comportements bizarres. J'ai dû accentuer ma vie de prière pour toi. C'est bien. Tu penses que ça a marché? Oui, tu ne vois pas? Regarde toi-même comment tu es aujourd'hui. Je suis trop content. Il lui fit un petit bisou sur le front avant d'avaler son verre d'eau. Elle le regardait avec haine et espérait que tout s'arrête très rapidement. La nuit ne tarda pas à tomber, les résultats étaient attendus. Du côté de la veuve, tout se passait très bien jusqu'à ce qu'Irina ne sorte une nouvelle carte. Elle qui n'avait plus de crise était soudainement tombée en transe. Elle parlait toute seule mais prononçait le nom de son père. Eli avait écouté sa fille attentivement malgré la douleur. Une fois tout terminé, elle s'était rapprochée de sa fille. Irina, à qui tu parlais? Et de quoi est-ce que vous parliez? Maman, c'était papa, il est encore venu. Et il disait quoi? Si je te dis, tu ne vas pas croire. C'est papa qui a dit. Non, vas-y, je te promets que je vais te croire. Papa a dit que il dit que c'est maman Rosa qui est derrière tout notre malheur. Rosa, et comment? Donne-moi les détails. Pour l'instant je n'ai pas les détails mais à chaque fois qu'il vient il dit toujours ça et il demande de faire attention à elle. Rosa, tu es sûre que tu as bien entendu ce qu'il t'a dit? Ce n'est pas la première fois qu'il me dit ça maman. Ce n'est pas la première fois. Ok, j'ai compris. Elle s'était assise sur le sofa en larmes. Eli réfléchissait au comment du pourquoi Rosa pouvait en arriver là. Après tout, c'est elle qui la nourrissait quand tout le monde la refusait. Celle-là même qui lui avait ouvert la porte quand tout le monde refusait de l'ouvrir. L'heure était à la réflexion. Eli avait fini par penser que c'était parce que sa fille n'aimait pas Rosa qu'elle disait tout ça. Le soir arrivé, Rosa attendait impatiemment la chute de son mari mais cette chute n'arrivait pas. Au contraire, son mari était en bonne santé et très bien portant. Avant de dormir ce jour, il avait même fait une petite prière avec les enfants. Rosa avait dormi tranquille en espérant que son mari allait rendre l'âme la nuit mais à sa grande surprise, au premier chant du coq, son mari était à la cuisine en train de faire le petit déjeuner familial. Elle croyait voir un fantôme et avait dû le toucher pour vérifier s'il était bien vivant. Le constat était sans appel, son mari était bien présent, en chair et en os. Face à la résistance hostile qu'opposait son mari à la mort, Rosa n'avait pas pu supporter la situation. Elle était retournée chez Lolo pour manifester son mécontentement. Maman Lolo avait clairement dit qu'elle n'y était pour rien, mais Rosa avait fait la sourde oreille. Elle m'a promis de finir avec lui, mais il est toujours en vie. Je ne peux pas t'aider. Il va falloir attendre le soir pour régler ça avec elle. Mais le temps passe, j'ai besoin que tout soit fait rapidement. Lolo, je vais te mettre dehors si tu continues. Tu veux que tout le monde sache qu'on a traité ensemble. Je m'en fous, je veux une solution à ce problème. Malheureusement, je ne peux pas t'aider. Tu vas sortir d'ici maintenant. Toi et ta bande, vous n'êtes que des incapables. Ce n'est la faute de personne si l'esprit de ton mari est fort. Quoi? Son esprit est fort. Oui, tu crois qu'on attaque n'importe qui. Ah non hein, on s'attaque aux faibles. C'est pour ça qu'il n'est pas. Oui, c'est pour ça qu'il est toujours en vie. Et estime-toi heureuse que notre maîtresse ne vienne pas te demander une compensation. Mince, les prières de ce monsieur-là sont efficaces. Maintenant, sors de chez moi, vieille chouette. Rosa avait du mal à croire les paroles de Maman Lolo. Elle négligeait les soi-disant prières de son mari, alors que celles-ci étaient efficaces. À sa sortie de chez Lolo, Rosa était plus qu'énervée et déçue. L'idée de savoir que la veuve Élise respirait encore n'était plus concevable. Elle avait donc finalement décidé de prendre le taureau par les cornes. Dès son arrivée chez elle, Rosa était entrée en cuisine où elle s'occupait à concocter un délicieux repas à la saveur irrésistible. Elle avait aussi fait des gâteaux et des crêpes. Une fois la cuisson terminée,
Elle avait retiré une bonne quantité de la marmite et l'avait mise dans des bols. Elle appela ensuite ses deux derniers enfants, Kate, la deuxième née, et Sammy, le petit dernier. Son plan était d'envoyer ses enfants avec ce repas pour attirer la compassion de la veuve à son égard afin qu'elle passe l'éponge sur ce qui s'était passé il y a quelques jours. Elle voulait faire croire à la veuve que la hache de guerre avait été enterrée. Les enfants étaient arrivés en boudant. Oui maman. Porte ce sac doucement, tu vas aller chez ma copine Maman Élise avec. Maman, toute cette nourriture pour elle. Depuis le matin, on n'a pas encore mangé. Il y en a encore dans la marmite, ne t'inquiète pas. J'ai faim et je crois que Sammy a aussi faim. On va manger avant de partir. Ah non, allez d'abord donner la nourriture à mon ami. À votre retour, vous mangerez. Ah maman, ce n'est pas juste. Ok, j'ai faim. Allez-y s'il vous plaît. C'est avec beaucoup d'efforts que Kate et Sammy s'étaient mis en route. Sous un soleil ardent et sans pitié, les jeunes cheminaient main dans la main tout en marchant rapidement. Une fois chez Papa Gaby, domicile où la veuve vivait depuis un bon bout de temps, ils frappèrent à la porte. C'est Jovi qui leur avait ouvert. Kate était entrée rencontrer Élise tandis que Sammy et Jovi restaient dehors pour jouer ensemble. Kate, ma fille, comment ça va? Tu es venue me rendre visite. Je vais bien, maman Élise. C'est ma mère qui m'a demandé de vous apporter ces bols de nourriture. Ah Rosa, la façon dont elle a insisté l'autre jour pour m'amener à manger et j'ai refusé, elle a quand même cuisiné. Waouh! C'est comme ça qu'elle est. Elle n'écoute personne. Papa a même dit l'autre jour qu'elle te laisse un peu respirer, mais elle refuse. C'est ça l'amitié. Ta mère, c'est une bonne femme. En tout cas, moi j'ai très faim. Elle ne nous a pas laissé manger. Ce fameux jour était le dernier jour de jeûne pour Élise et sa famille pour la guérison complète de la petite Irina. Élise n'avait donc pas cuisiné. Elle avait donc servi un peu du repas qu'avait ramené la petite Kate et leur avait donné. Kate et Sammy avaient dégusté le repas avec appétit, très heureux de savoir qu'ils allaient encore rentrer manger à la maison. Élise, le repas a l'air délicieux, hein? Votre façon de manger me donne envie. Mais maman Ellie, on peut manger ensemble, non? Malheureusement, nous sommes en train de jeûner et ça va prendre fin ce soir. Ah d'accord, je comprends, mais le repas est très bon, je te l'assure. Oui, je sais, ta mère cuisine très bien. Alors que les enfants de Rosa mangeaient, Jovi faisait la tête à sa mère car lui aussi voulait manger, mais cette dernière restait ferme, personne ne toucherait une graine de sel jusqu'à la fin du jeûne. Jovi avait beau pleurer et implorer sa mère, elle ne se laissait pas faire. Une fois le repas terminé, Kate avait passé un peu de temps avec Irina avant de chercher le chemin de la maison. Elle avait dit au revoir à la veuve en s'en allant, promettant de venir plus souvent leur rendre visite. Tu salues ta mère et ton père, hein? Soyez prudents sur la route. Demande à ta mère de me faire signe quand vous arriverez à la maison. Ok maman, je le ferai. Elle les avait escortés au portail. Malheureusement, avant d'arriver à la rue principale, Kate et Sammy avaient commencé à se sentir mal, ils vomissaient sans modération. Allongés sur le sol dans l'agonie, les passants s'étaient agglutinés pour voir ce qui n'allait pas. Quelques personnes les avaient interrogés, Kate raconta à tous qu'ils revenaient de chez la veuve Élise où ils avaient eu leur dernier repas. Dans les 15 minutes qui suivaient, Sammy avait rendu l'âme et Kate avait été conduite en urgence à l'hôpital. La foule en colère, armée de gourdins, s'était dirigée chez la veuve pour avoir des réponses aux questions qui taraudaient les esprits. La veuve, qui prenait son bain en attendant le soir pour enfin casser son jeûne de 7 jours, se vit interrompre par les bruits venant de la cour. Jovi et Irina avaient déjà été pris d'assaut par la foule qui réclamait justice. « Sors d'ici, tu vas nous dire ce que tu as fait à ces enfants. Sorcière, sors de cette maison. » Plus elle perdait de temps, plus les cris de colère s'intensifiaient. Munie d'un petit pagne pour se couvrir, Élise s'était dévoilée à la foule qui l'attrapa aussitôt et s'apprêtait à la frapper. Accablée par la foule, Eli n'avait pas eu l'occasion de dire un seul mot. Elle se faisait déjà brutaliser de part et d'autre, personne ne voulait lui prêter oreille.
On l'avait amenée à l'endroit où le petit Sammy avait rendu l'âme pour qu'elle puisse répondre de ses supposés actes. Le chef du quartier était déjà là, tout Macob était déjà sorti car une telle chose ne s'était jamais produite. Cependant, Jovi et Irina avaient déjà appelé Papa Gabi au secours. Ce dernier, qui était encore au travail, avait immédiatement pris le chemin du retour. Une fois les yeux posés sur le corps de Sammy, Eli avait immédiatement fondu en larmes. Mon Dieu, c'est Sammy. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est exactement pour ça qu'on est là. Je ne comprends pas. Il venait à peine de sortir de chez moi avec sa sœur. Sa sœur Kate, elle est où? Celle-là est à l'hôpital. On ne sait même pas encore si elle est encore en vie. Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi suis-je ici? Bien, la grande sœur nous a raconté qu'elle a mangé chez toi avec son frère. Oui, ils ont mangé chez moi, je confirme. Donc ça veut dire que ce qu'on pense est vrai. Les esprits s'échauffaient déjà, la foule criait déjà sur elle quand Papa Gabi vint les retrouver accompagnés de Jovi et Irina. En tant que bon ami du chef du quartier, il était immédiatement allé l'implorer de calmer la foule et de donner l'occasion à Eli de parler. Une fois les choses plus calmes, Eli avait tout expliqué et le chef avait délégué quelques personnes pour ramener Rosa. Une fois sur les lieux, cette dernière s'était mise à pleurer sans cesse. Sans même entendre ce que la veuve avait à dire, elle se mit directement à l'accuser. Mon enfant, Sammy, tu as tué mon fils. Je n'ai rien fait à tes enfants, je leur ai juste servi le repas que tu as envoyé chez moi. Quoi? Mais pourquoi? Oh non. Mais pourquoi tu as servi ça à mes enfants? On se calme. Pourquoi n'avait-elle pas le droit de servir le repas à tes enfants? Oui, dis-nous. C'est bien le repas que tu as cuisiné, non? Il n'y a rien à l'intérieur de cette nourriture. Je suis sûre qu'elle veut juste se dédouaner. Elle a tué mon enfant. Ok. On va faire simple comme ça on gagne du temps. Allons chez Eli. Une fois là-bas tu vas goûter le repas que tu as cuisiné pour elle. Ensuite Eli va faire la même chose. Je suis d'accord. Allons-y. Je n'ai rien à me reprocher. Il fit signe à un des garçons du quartier de ramener le repas en question. Il ordonna à une autre personne d'aller chercher une poule chez lui. Accompagné de la petite Irina, il s'était exécuté. Rosa de son côté n'avait pas l'air bien. Elle semblait ne pas partager l'idée. Pourquoi? Et si le repas n'est pas sain? Pourquoi empoisonner un repas que je prévoyais manger en famille après avoir cassé le jeûne? 3 minutes plus tard, les bols de crêpes, le repas et le gâteau étaient déjà là. Ils avaient été posés au milieu d'elle. Rosa, tu accuses Eli d'avoir empoisonné tes enfants alors que c'est toi qui as cuisiné le repas, donc vas-y, mange. Je n'ai pas faim, merci. J'ai dit de manger. Si tu ne le fais pas, cela va juste vouloir dire que tu es coupable. Plus le chef parlait, plus Rosa se sentait sous pression. Elle savait pertinemment que manger cette nourriture signifiait signer son arrêt de mort. Elle n'arrêtait pas de bavarder inutilement pour faire passer le temps. Eli, en pleurs devant tous ces regards braqués injustement sur elle, n'avait pas pu se retenir. Rosa, si c'est moi qui ai fait du mal à ton fils, que tout ce mal se retourne contre moi et mes enfants, mais si ce n'est pas moi, que tout le mal que tu m'as fait se retourne sur toi et uniquement toi. Alors que les négociations se poursuivaient, Rosa avait commencé à crier, elle se tordait de douleur et se plaignait de sa tête. Ma tête, ma tête. Eli, dis à ton mari d'arrêter de me frapper à la tête. Quel mari? Mon mari est déjà mort et tu le sais très bien. Il me frappe trop fort. Pardon, pardon, je vais parler. Je vais parler, oh HHH, j'ai à dire. Enfin, on va finir avec cette histoire. Vas-y, parle. C'est moi qui ai tué Fabrice, le premier fils de ma voisine Eli. J'ai empoisonné la nourriture qu'elle était venue demander chez moi. Je voulais éliminer Jovi, mais c'est lui qui a mangé le repas. Ah chat, c'est une blague, j'espère. Rosa. Laisse-la d'abord parler, elle n'a pas fini. C'est moi qui ai tué son mari parce que je lui ai fait des avances. Il a dit qu'il allait tout dire à tout le monde donc j'ai préféré en finir avec lui. La foule, Mama. C'est toi qui as tué mon père? J'ai aussi mis un masque sur le visage d'Eli pour que personne ne puisse l'aider.
C'est pour ça qu'elle n'a jamais trouvé de travail. J'étais jalouse d'elle et de ses enfants. Rosa, Rosa, qu'est-ce que je t'ai fait? Elle n'arrêtait pas de se tordre de douleur et suppliait les gens autour d'elle de l'aider, mais personne ne voulait s'approcher d'elle. Au contraire, tous s'éloignaient pour ne pas attirer une malédiction quelconque. Dans sa douleur, elle avait ramassé une crêpe et l'avait avalée en quelques secondes. Avant que les effets du poison ne se manifestent, elle lâcha le dernier secret. Malgré le masque que j'ai mis sur son visage, Gabi ici lui a quand même tendu la main et prévoyait d'envoyer Irina à l'étranger. C'était impensable pour moi donc j'ai rendu la petite folle. Je ne sais pas comment elle a fait pour être guérie, mais c'était moi. Donc c'était toi l'épine dans mon dos. Cette chose qui m'empêchait de sourire. C'était toi. Oui, et je suis désolée. Voilà que mon propre poison a tué mon enfant. Je savais que cette femme était mauvaise. Voilà la vérité qui éclate. Eli n'avait plus de mots, parler devenait un fardeau, elle était simplement assise sur le sol à couler des larmes en silence. Alors que la foule pensait avoir tout entendu, Rosa avoua les plans qu'elle avait contre son mari. Une fois son sac vidé, elle se mit à convulser sous l'effet du poison qu'elle avait ingurgité dans la crêpe. Rosa avait agonisé jusqu'à ce que le souffle de vie ne prenne congé d'elle. La foule l'avait laissée sur la route, personne ne voulait la toucher. Son mari resté à l'hôpital auprès de Kate, qui avait été sauvée de justesse, avait interdit qu'on amène son corps dans sa maison car pour lui, c'était juste un démon. Pendant près de 10 heures, le corps de Rosa était resté sur le trottoir jusqu'à ce que sa famille ne vienne la récupérer. 2 jours plus tard, la belle famille de la veuve Eli s'était présentée à elle comme par magie et lui avait remis tout ce qui lui appartenait. Elle était retournée dans la maison où elle vivait avec son mari avant sa mort. La disparition de Rosa n'avait fait qu'améliorer la vie de la veuve, ça se voyait clairement qu'elle était un lourd fardeau pour Eli. 6 mois plus tard, Irina avait réussi son examen et avec l'aide de Gabi, elle avait obtenu une bourse.